Ok, bonjour les enfants, épisode 2 sur 156, puisqu'il faut parler long terme. Les invités, les hosts en anglais. Comment on dit en français? Les hôtes. Les hôtes sont les mêmes. Isma de iClosed, Rémi de Parlons long terme et Marc-Antoine chez LearnyBox. La dernière fois, on avait proposé très rapidement à la communauté de proposer des noms de podcasts. Je dirais le processus de naming est toujours ouvert et le prize, à savoir une semaine de coaching avec Isma, est toujours voilà, dispo hein, pour la meilleure proposition. Je vais survoler très rapidement les propositions qui est jusqu'à présent. Irma Podcast, pour Irma pour Isma, Rémi, Marc-Antoine, Arnaud et pour une voyante. Not Financial Advice avec une vibe très shitcoin, peut-être pas du goût de Rémi. Net Worth, très capitaliste, peut-être un peu trop. Above the Fold, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je me suis arrêté au bac. Les grands méchants loups, pas très private banking friendly. The Last Call, pourquoi pas. En attendant les GI, ma foi. Only C4, est-ce que c'est explosif? Est-ce que c'est la boisson énergisante interdite en Union européenne? Je ne sais pas. C'est interdit cette merde, hein? Je crois. Vous ne connaissez pas, non? Mais si j'en ai Je connais entendu pas, donc parler, je c'est que. sais Voilà, C'est un truc que tu prends, et après tu bouges et ça te gratte toute la journée. Des crises cardiaques. Voilà. Donc, encore. En termes de lifetime value, je pense pas que ça soit très, très smart de. Non. Ouais, c'est un truc un peu mystérieux, le C4. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse, les 4 fanatiques, Angle mort, Mass Extract Podcast ou PME Podcast Mass Extract. Noble Valo, oui. Le Conseil de classe, les Mousquetaires, le Nouveau Siècle, les Messagers de l'Apocalypse, bullish as fuck, optimiste. Fréquence interdite, ça c'est les 5% conspirationnistes qui pensent que la Terre est plate dans un cratère, dans une plus grande Terre. C'est pour les conspis qui nous écoutent. Vous connaissez la Big Earth Theory? Non, bon, vous ne connaissez pas. Les gens qui nous écoutent savent ce qu'est la Big Earth Theory. La vision macro, proposition numéro 20, et proposition numéro 21, l'ordre du jour. Oui. Alors, nos 5 sujets sont le fonds KKR qui a existé son LBO sur Cool IT et les salariés ont touché de l'argent, ce qui est suffisamment rare dans le capitalisme pour pouvoir le patcher. Pour pouvoir le noter et le relever. C'est possible. Comme quoi, voilà. Sujet numéro 2, 30 000 autos chez Oracle qui ont reçu un email à 6h du matin intitulé « Si je te dis liberté, tu penses à quoi ?» Tu penses à rien, t'es viré. C'était pas l'intitulé exact, mais 6h du matin, c'est un peu rude. Ce qui nous amène sur la théorie du AI washing, qui consiste à virer plein de monde parce que ça va mal, mais à packager ça comme nous avons intégré l'IA, nous sommes davantage productifs, donc nous pouvons nous séparer de certains collaborateurs. Chose qui est marché boursier, peut-être apprécieront, et on se demandera s'il n'y a pas une tendance générale ici, qui a piégé pas mal de monde. Sujet numéro, on est à 3, attends. Sujet numéro 1, 2, 3. Sujet numéro 3, la question des moats, M-O-A-T-S, donc des barrières à la concurrence dans la boîte de techno. Sujet qui est important parce que un des fils directeurs de ce podcast, ce sont les SaaS, le business model et leur avenir. Donc la question des barrières face à la concurrence ou de l'absence de barrières face à la concurrence est intéressante. Sujet numéro 4, Intercom qui a lancé un produit qui s'appelle Fin, qui a atteint 100 millions d'ARR en 21 mois, avec un pricing innovant qui consiste à uniquement faire payer le client sur le ticket résolu. Et Rémi, ici présent, qui a de l'appétit pour les pricing un peu innovants, pourra l'idée ce sujet, peut-être, j'espère. Et enfin, sujet numéro 5 sur 5, un sujet pas tant lié à l'actualité, mais lié aux data auxquelles nous avons accès, ce sont les nouveaux business models à 1 million par mois, parce qu'il y a de nombreux gens qui nous écoutent qui entendent bien Mass Extract avant les GI. Si c'est OK pour vous, let's go. J'introduis le sujet numéro 1 avec KKR. OK, j'introduis rapidement. Et quelques bullet points. KKR vend Cool IT, une boîte de refroidissement liquide pour data center à Ecolab pour 4,75 milliards, soit 15 fois la mise initiale en moins de 3 ans. Propre. Les 650 salariés reçoivent en moyenne 240 000 $ chacun à la clôture indexée sur l'ancienneté. Donc pour les nouveaux, c'est 35K et on allait jusqu'à 490K pour les vétérans, donc ceux qui étaient là avant 2016. Donc un pactole assez intéressant. Il y a un débat en toile de fond sur finalement les employés qui n'ont capté que 3 à 4% de la valeur créée, ce qui est quand même dingue, c'est quelqu'un qui arrive quand même à gueuler. Mais passons. Et KKR et Mubadala étant étant lié au fonds souverain d'Abu Dhabi, qui ont gardé 4,3 milliards de profits générés.
Donc, est-ce qu'on est sur une réelle générosité ou une opération de com? Bon, à voir. Pour ceux qui ne sont pas initiés, KKR, ça veut dire Kohlberg Kravis Roberts, c'est un fonds de private equity créé en 1976 par 3 anciens de la banque Bear Stearns. Banque qui a mal terminé dans la crise 2008. Un petit point de contexte sur KKR, c'est 744 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2016. C'est une boîte qui est cotée au New York Stock Exchange, qui dans son Q3 2025 affichait 5,53 milliards de revenus sur un seul trimestre, et qui avait levé ce même trimestre 43 milliards de nouveaux capitaux sur la même période. Aujourd'hui, l'action de KKR s'est fait un peu défoncer, puisque sur les 6 derniers mois, elle a perdu 33%, et on pourra parler justement de ce contexte un peu particulier sur les boîtes de private equity. Marc-Antoine, je pense qu'on peut te laisser démarrer puisque pour tout, c'est l'expert sur ces questions-là. Ouais, en fait, pourquoi on a choisi ce sujet dans le cadre de ce podcast Mass Extract, c'est que c'est quand même une des rares fois où on voit dans des opérations de private equity les salariés et tous les salariés qui prennent une partie du bénéfice, donc qui deviennent actionnaires en quelque sorte. D'habitude, dans le monde du private equity, quand vous faites une opération, vous essayez d'incentiver les top managers, les key people, et vous leur faites ce qu'on appelle un management package, un plan d'incentive. Vous leur demandez d'acheter des actions et ces actions vaudront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a un effet démultiplicateur à la revente si le fonds fait une performance intéressante. Là, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils l'ont fait pour tout le monde. Il faut savoir que là, Cool IT, c'est quand même un business tradi, hein, on n'est pas dans la tech. Même si c'est du business tradi à destination de la tech, puisque c'est en gros du liquide de refroidissement pour les data centers. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en 3 ans, tu es salarié de cette boîte, tu es ouvrier même presque, pour certains, et tu te retrouves à avoir un fonds qui arrive au capital. Alors, il faut savoir, quand une boîte arrive dans un capital, quand tous les salariés sont comme ça, hein, ils flippent tous en se disant « je vais me faire virer, il y a un méchant fonds d'investissement qui arrive et qui va tous nous virer ». Moi, je l'ai bien connu dans ma vie passée chez Rothschild, où on accompagnait les fonds. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, ça les a rendus riches, à millions, en tout cas à quelques centaines de milliers d'euros, certains 8-10 fois, 8 années de salaire si vous aviez un peu d'expérience. C'est complètement dingue, et ça s'est fait en 3 ans. Ils sont arrivés en 2023, ils sont ressortis en 2026. Ils ont fait x15, mais ils ont rendu riches un certain nombre de leurs collaborateurs. C'est assez dingue. Alors, c'est les US, c'est KKR. Ils ont l'habitude de le faire pour leurs investissements. Et on voulait regarder ce qui existe en France. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, parce qu'en France, il y a un groupe que tout le monde connaît, qui est le groupe Mullier, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, qui a compris ça il y a très, très longtemps. Alors, ce n'est pas des investisseurs, c'est des industriels, mais ils ont compris ça il y a très, très longtemps. Je crois qu'ils ont commencé en 1977, quelque chose comme ça, où ils ont commencé à faire que leurs salariés sont devenus actionnaires. Et un truc de dingue, en fait, c'est que tous les salariés, ou un grand nombre de salariés, d'ailleurs, tous les salariés de Leroy Merlin sont actionnaires, ont une part du capital. Aujourd'hui, on estime à 12 à 16% du capital du groupe Mullier détenu par les salariés. C'est monstrueux, en fait. Ça fait plusieurs milliards d'euros détenus par les salariés. Alors, il y a des centaines de milliers de salariés, bien entendu. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai conseillé le groupe Decathlon il y a une petite dizaine d'années dans la vente d'une filiale. On vendait une filiale à un groupe belge coté en bourse, et on n'a pas fait le deal à cause de ça, à cause de l'investissement des salariés. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur était prêt à payer le prix qu'en voulait Decathlon. Il y avait 4 ou 5 managers qui étaient chez Decathlon, qui avaient un package et qui avaient des actions Decathlon. Et au moment de faire le deal, l'acquéreur devait racheter leur participation, en fait, chez Decathlon, enfin, en l'occurrence, oui, chez Decathlon. Donc, ils étaient prêts à mettre 3-4 millions d'euros en plus pour racheter le package détenu par les salariés Decathlon chez Decathlon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le deal ne s'est pas fait pour une raison. C'est parce que les mecs, en plus d'avoir ce package et donc ce paquet d'actions de leur entreprise, comme ils étaient là depuis longtemps,
ce volume d'actions compoundait, en fait, ils capitalisaient tous les ans à pas loin de 15%. Et donc, quand on leur a dit, OK, tu as 1 million d'euros d'actions Decathlon, je te les achète, comme si je te rachetais ton bonus, en fait. Je te les achète et tu viens dans ma nouvelle structure. Les managers ont dit, moi, j'ai 1 million d'euros aujourd'hui, mais ça compound à 15%. Donc, si tu me rachètes 1 million l'année prochaine, ça vaut beaucoup plus. Et l'année d'après, encore plus et encore plus. Et du coup, l'acquéreur n'a pas été capable de trouver un mécanisme suffisamment intéressant pour les mecs, ce qui fait que les top managers, ils ont dit, moi, je viens pas, je préfère rester chez Decathlon. Ils n'étaient même pas très bien payés chez Decathlon, mais ils avaient ce package qui grossissait encore et encore et encore. Et du coup, ça a fait péter le deal. Donc, pour une fois, ça les a desservis, mais je pense que dans la logique groupe, ça les sert depuis des années et des années, puisque ça engendre une sécurité. Les salariés sont fidèles à cette entreprise et ils aiment parce que du coup, ils détiennent une part du capital. C'est propre, c'est beau. Le capitalisme qui fonctionne. En fait, c'est vrai que c'est un point, enfin, c'est vrai que ce sujet KKR il est un peu éloigné de nos préoccupations initiales. Je pense que là où il se ramène à nos sujets, c'est comment. En fait, peut-être que la grande question sociale de notre époque, ça va être comment on intègre un maximum d'humains dans les revenus du capital. C'est que si le travail se fait décimer dans les 5-10 années à venir, en fait, aujourd'hui, les gens ils gagnent de la thune de trois manières. Il y a le travail, donc que ce soit genre, enfin, freelance, salarié, etc. Il y a les revenus de capital et il y a les transferts sociaux. Si le travail se fait liquider parce que tu mets des robots humanoïdes ou des robots digitaux, à savoir enfin, Claude et autres, il faut que tu compenses ça, soit par du social, soit par du capital. Le social, c'était du UBI et des choses comme ça, pourquoi pas, et ou c'est du capital. Et donc la solution, ça serait, enfin la réflexion, ça serait d'amener le maximum d'humains vers la détention de capital et vers le fait de toucher des revenus de capital. Et c'est quelque chose qui a été développé, je crois, que des années, genre, fin années 80, par un économiste qui est complètement connu, qui s'appelle Louis Kelso, Kelso. Et son idée à lui, c'était de faire comme les LBO, donc des fonds d'investissement. Donc on rappelle le mécanisme, hein, le LBO, c'est un investisseur va acheter une boîte, mais c'est cette boîte qui va porter la dette, cette boîte qui va être récupérée le collatéral, et c'est cette boîte qui doit rembourser la dette. Et l'idée, ce serait de permettre en fait, aux gens d'acquérir des parts des boîtes dans lesquelles ils bossent, que cette dette soit garantie par ses parts et que les revenus de ces parts permettent de rembourser quelque part la banque afin que les gens soient inclus dans les mécanismes de la détention de capital et de revenus de capital. Et en fait, au 19e siècle, la question sociale, c'était le syndicalisme. Donc, recréer un pouvoir de négociation face aux bourgeois pour que les gens puissent capter de la valeur ajoutée, puissent consommer et que le système ne s'effondre pas. La question sociale du XXe siècle, c'était l'État-providence. Donc, créer des mécanismes collectifs pilotés par l'État pour que le gros des gens ait un filet de sécurité et quand ça va mal, ça va pas si mal que ça, ils peuvent continuer à consommer et le système ne tombe pas. Et au XXIe siècle, probablement la question sociale, ça va être comment on inclut le maximum d'humains dans la détention de capital afin de ne pas compter sur le UBI et que les mecs ne se révoltent pas et qu'ils ne soient pas affamés et qu'ils continuent à consommer et que le système ne tombe pas. Et du coup, cette news de KKR est assez intéressante de ce point de vue-là. En termes d'inclusion, en fait, on parle toujours d'inclusivité, mais c'est des conneries à cheveux bleus. On ne parle pas vraiment d'inclusivité au sens, OK, on veut inclure des gens juste dans les flux de revenus, en particulier les revenus de capital. Voilà, c'est un peu le. Moi c'est ce que ça m'évoque, en fait, ce sujet-là. Et ouais. C'est une news qui permet d'évoquer ça. En revanche, je trouve le cas de Decathlon et de Leroy Merlin bien plus pertinent pour illustrer ça, parce que c'est du capital qui dure. Quand le private equity, par essence, c'est très court terme. Et les dynamiques qui sont mises en place lors du rachat de boîtes en PE sont très court terme. C'est des dynamiques d'extraction. Et un système d'extraction qui, dans le cas en plus de Cool IT, est extrêmement dépendant d'un second point, qui est le timing. C'est-à-dire qu'on est en pleine bulle AI, on est avec des taux qui sont quand même historiquement bas. On est avec le private equity profite d'une surperformance énorme de cette classe d'actifs sur les 30 dernières années, ce qui les a amenés à ne pas avoir de problématiques lors des différents appels de fonds et vis-à-vis de toute la liquidité que nécessite finalement le private equity, que tu rappelais au début en soulignant tout ce qu'ils ont levé encore dernièrement, ce qui est quelque chose qui commence à se restreindre et qui va poser des problématiques sur cette classe d'actifs. Mais finalement, le fait de réfléchir plus long terme, pour qu'on puisse réfléchir une dynamique où les employés ont du capital, il faut mettre en place du capital qui dure. Et le cas typiquement et je trouve que le cas de Marc Léonard dans le monde du logiciel justement a été un bel exemple de ça. Il va quitter d'ailleurs
il va vraiment quitter le monde du private equity pour créer Constellation Software dans les années 95, en levant de l'argent non pas pour faire du PE, mais pour accumuler des boîtes de logiciels avec une dynamique vraiment conglomérale qui est une boîte qui va s'introduire ensuite en bourse en 2006, qui connaîtra une croissance annuelle moyenne jusqu'à maintenant de plus de 35% par an, et qui est un bel exemple d'un système où vraiment on va réfléchir à une mécanique où ça campande, et où d'ailleurs les top managers sont également incentivés. Ils ont même, c'est même pas une incentive, ils ont une obligation de racheter des actions avec leur bonus. Donc ça C'est met légal, en place. ça? C'est une boîte canadienne, donc ouais. Ok. Donc ils ont mis en place un système qui est très intéressant, qui vont en tout cas dans cette dynamique de faire compendre la boîte, même avec le workforce, quoi. C'est assez intéressant parce que, tu sais, eux, donc en fait, c'est du conglomérat, c'est du software, comme tu l'expliques. Ouais. Est-ce qu'ils se font défoncer? Ils se font défoncer en bourse, hein, Constellation, en ce moment. Ouais, ils se font. Et c'est pas sur du En fait, je vois, software classique, c'est sur du VMS, sur Vertical Model Software. je vois Ouais. pas comment. Alors, j'entends le point premier qui était de Marc-Antoine avec AKR, qui était sur un cas où c'était private equity, on rentre, on sort, parfait. Ouais. Et la transition entre Mullier, ok, très bien. Mais du coup, avec le conglomérat de SaaS, je pense que ça va. Je ne sais pas si on va finir, à part peut-être Google ou des grosses infras comme ça, je ne vois pas comment on pourra continuer d'avoir des conglomérats de SaaS. Parce qu'en fait, on va arriver dans une micro. On va avoir en fait finalement plein de petits SaaS très très vertical, tu vois. Ou par exemple, tu pourrais prendre l'exemple de Calendly, et en fait, tu vas avoir plein de petits billion-dollar compagnies qui vont venir se nester là-dessus. Et je vois pas comment en fait ça peut fonctionner sur le long terme. Ça peut être que sur des coups comme, en tout cas, je le vois, que sur des coups comme Marc-Antoine l'a montré avec le KKR. Et je vois pas comment tu peux durer sur le long terme avec un modèle de SaaS. Surtout lorsque tu as la barrière à l'entrée avec l'IA qui fait en sorte que en fait, tout le monde peut rentrer. Et le truc le plus important, c'est finalement la distribution et ta capacité à comprendre comment Bah, c'est administrer une tout. bonne en fait, c'est vois pas- sur une bonne transition vers le sujet quelque part des moats qu'on avait prévu de mettre en 3, mais qu'on peut passer en 2. Finalement, c'est un peu ça. Constellation, ils sont quand même passés en. Attends, je vois la timeline. En un Constellation, an, ils ont racheté 1000 boîtes. Ils ont racheté 1000 entreprises de Ouais. logiciels ces dernières années. Et Isma, pour répondre à ta question, ils ne font que des petits SaaS verticalisés, en fait. Ah, ok, d'accord. Parce que je vois pas comment ça peut fonctionner autrement, en fait. Ils font que Ouais. des petits SaaS verticalisés. Ils ont corrigé dernièrement. En 6 mois, ils corrigent de 40%. On parle d'une boîte qui cote encore à 60. Ok, c'est pas moi. Ah. Désolé. À Ma, combien ma, ma connexion ma connexion japonaise a coupé, c'est bon. Ok. Donc, une boîte qui cote à 72 fois ses bénéfices. Wow. Donc on est sur une boîte qui a un niveau de compounding qui est juste insane, Ouais. sur un modèle qui a été éprouvé et qui vit aujourd'hui une correction qui est logique. Et le plus gros des moats ever, avant de les détailler tous un par un, ça reste le capital. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui a accumulé énormément de capital, de machines qui extraient de la valeur. Et si demain, cette valeur, les flux de trésorerie qui en découlent commencent à décroître, elle opérera une stratégie de diversification. Mais le plus gros des moats, et le plus gros des moats que l'on peut même nous-mêmes constituer au sein de nos propres entreprises, c'est la mise en place d'une consolidation du capital généré. Maintenant, Et au passage, pardon, Rémi, juste au passage, ouais, chez bien sûr. Constellation, vu la taille aujourd'hui, il y a une sorte d'effet réseau aussi. C'est-à-dire que quand tu rentres, qui est un des mots notamment, quand tu rentres chez eux, ou en tout cas quand tu arrives et qu'ils te proposent, ils viennent te draguer pour aller chez eux, ils t'expliquent qu'ils ont tellement d'entreprises dans l'écosystème que tu vas aussi en bénéficier pour ton propre business. Tu vas revendre ta solution à d'autres, tu vois. Donc, tu as aussi un effet écosystème interne qui génère de l'appétit pour les gens qui se posent la question et qui génère également un moat parce que l'effet réseau interne qu'ils ont créé, ils créent leurs propres demandes et leurs propres chiffres d'affaires internes.
Et ils ne font que de la croissance externe. Dernièrement, ils sont rentrés sur d'ailleurs sur une small cap polonaise qu'on avait dans le viseur qui s'appelle Asseco, qui est une boîte qui fait qui fait du logiciel pour de la finance. Et pour avoir racheté 49% des parts d'une boîte qui vend du logiciel pour des CGP et des intermédiaires financiers il n'y a pas si longtemps que ça, passer les barrières de compliance pour refourguer du SaaS à un intermédiaire financier, c'est extrêmement complexe. Mais une fois que tu alloques l'intermédiaire en question, tu y restes longtemps. Et quand, bien évidemment, le marché qui s'adresse à la fois du B2C ou alors à de l'entrepreneur qui a moins à de la PME, risque d'être très vite bousculé, celui des institutionnels va mettre quand même plus de temps à bouger. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger, il bougera bien évidemment, mais les inerties sont telles que ça va mettre tout de même plus de temps. Maintenant, en effet, donc le sujet des moats, la traduction de moat en anglais, c'est douve finalement. C'est vraiment les douves qui protègent un château. Et détecter des moats, moi c'est un sujet qui m'a passionné finalement sur ces dernières années. J'ai écrit un bouquin à ce sujet et puis c'est une partie intégrante de notre métier au sein du PLT Family Office, qui est aujourd'hui finalement la boîte que je détiens qui a le plus de valeur, parce qu'on a un petit peu plus de 40 millions d'encours sous gestion et que c'est pour le coup quelque chose qui a une valeur liquide. Et au sens de Buffett et Munger, on distingue en gros 7 grands moats, en plus du mode capitalistique bien évidemment. Il y a le mode du branding, dont l'exemple phare est bien évidemment Coca-Cola, le mode du switching cost. On est dépendant avec nos différents SaaS d'AWS et ça prendrait ça serait quand même relou de changer, quoi. Le network effect mode, dont Meta en est le plus bel exemple, mais en effet, dès qu'on a mis en place déjà un certain groupe, il y a un effet de réseau qui peut s'opérer au sein même du groupe. Le cost advantage mode, on n'en parle pas assez, mais le plus bel exemple de ça, c'est Costco. Costco qui avait initié d'ailleurs la mise en place d'un micro-abonnement pour fidéliser ses clients. Et la deuxième chose dont on parle très peu vis-à-vis de Costco, qui est un espèce de grand centre commercial, Costco, c'est que ça a été le premier gros grocery stock à réduire aussi le nombre de produits qu'ils avaient en interne. Parce qu'en réduisant le nombre de produits, ils augmentaient finalement la demande client. Si au lieu de mettre 5 TQ, t'en mets 3, tu vas avoir beaucoup plus de volume d'achat. Et donc, ça leur permettait de mettre beaucoup plus de pression sur leurs suppliers pour pouvoir finalement donner des coûts toujours plus intéressants à leurs abonnés. Parce que pour être chez Costco, il faut payer du coup $6,99 je crois par mois. Ce qui crée vraiment une récurrence à l'achat dont Amazon s'est d'ailleurs inspiré avec le Prime. Il y a évidemment l'intangible asset mode, donc tout ce qui va être brevet, licence, data. Si un jour vous investissez si vous achetez des actions d'une boîte pharmaceutique, faites vraiment attention aux dates d'expiration des brevets, par exemple. Il y a, sixième point, le regulatory mode, donc typiquement les ratings, dont les ratings oligopolistiques, comme tu dirais Arnaud de Moody's, en sont le plus bel exemple. Et voire même d'ailleurs une boîte de chemin de fer comme la compagnie nationale de chemin de fer canadienne, qui est d'ailleurs aussi une très belle boîte, dont Bill Gates a une action. Et enfin, il y a le comportemental mode, qui est le mode comportemental, dont le plus bel exemple aussi est la boîte qui a le mieux performé sur le dernier siècle, qui est la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé pour obtenir mon diplôme d'ingénieur, qui est Air Liquide. Philippe Morris International. C'est 17,2% par an de performance à l'échelle séculaire en total return. Donc c'est globalement la liste des modes. Elle fait quoi cette boîte? C'est des clubs. Comment? On parle de Philippe Morris, c'est des clubs, ouais. Okay. Something that costs a penny, sold for $1, it's a bit for Ok. Je remets un peu de structure. Du coup, on a switché le sujet 2 et le sujet 3. On est au sujet 3 sur les mots. Le point de départ du sujet 3, mais c'est très bien, la transition était parfaite. C'est cet article que je vais vous partager à l'écran là maintenant tout de suite, qui s'appelle The Only Moat That Matter, qu'on va mettre en description sous la vidéo. Grosso modo, les points sont: l'IA peut tout copier, tout construire, tout automatiser. Donc dire que ce que je fais est difficile à faire n'est plus un moat, n'est plus une protection. Donc on passe de c'est difficile à faire à c'est difficile à obtenir. Ok. Qu'est-ce qui est difficile à obtenir? Des données d'utilisateur, des vraies données d'utilisateur, des vraies données live d'utilisateur. L'effet de réseau, il reste difficile à obtenir. Des licences réglementaires, ça n'a pas changé, c'était dans ta liste et ça l'est toujours. Moi, j'ai aussi des investissements dans des domaines qui touchent à la protection rapprochée, par exemple en France.
Pareil, c'est une énorme complexité réglementaire. Tu en as pour 1 an et demi pour setup une boîte, et tu es contrôlé, audité en permanence. Moi, c'est pas moi qui m'en occupe, je suis juste un modeste investisseur. Donc, le mode réglementaire, tout ce qui est le capital massif qui peut être nécessaire, les infrastructures physiques. Donc, toi, ce qui est sous-estimé sur le capital massif et l'infrastructure physique, c'est tu veux du data center, des centrales, de l'industrie, etc. S'il faut lever 20 milliards, d'ailleurs, je crois qu'il y a Bezos qui a levé une centaine de milliards pour aller faire des acquisitions dans le domaine industriel. Ça, typiquement, tu ne peux pas le vibe coder. Et en fait, l'autre chose qui est difficile à obtenir, c'est les utilisateurs. C'est que certes, tu peux vibe coder ton app en 1 semaine au lieu de 6 mois. Par contre, atteindre tes 10 millions d'utilisateurs, peut-être que ça prend toujours 5 ans. Ceci dit, je serais quand même amené à mettre quelques nuances. Je ne sais pas si vous avez vu, la boîte s'appelle Cal AI. Les mecs se sont fait racheter pour plus d'une centaine de millions. C'est un truc vibe codé dégueulasse. Tu prends photo de ta bouffe, c'est du nombre de calories. Et ils ont juste bombardé la distribution avec du vibe marketing et publié 1000 vidéos sur TikTok toutes les semaines, quoi. Donc, ça serait un peu la nuance de cet article. Mais en tout cas, les faux mots s'effondrent. Lock-in produit, intégration, économie d'échelle, logiciel, etc. Puisque le coût de tout ce qui relève de l'ingénieur tendrait, d'après cet article, vers 0, même s'il y a effectivement des nuances. Je vous écoute. En fait, moi, sur ce côté-là, c'est ultra facile de partir sur l'IA, les mots, etc. Mais ça serait assez simple finalement de juste prendre ce sujet et le dupliquer à un sujet qu'on connaît tous, qui est finalement l'infoproduit. Quel est le mode de l'infoproduit? Quel est le mode de vendre une information que tout le monde peut obtenir, que tout le monde peut posséder, que tu peux taper sur ChatGPT, et comment ça se fait que tu as un Gugus sur YouTube qui te vend cette information pour 5 000 $. Donc du coup, là, c'est un sujet qu'on comprend, qu'on peut tous comprendre assez facilement. Et donc du coup, il y a quoi? C'est la relation, c'est la valeur perçue, c'est la distribution. Et juste si on s'arrête sur ces 3 points, sans partir trop en tangente, ça suffit. Et puis après, évidemment, La confiance que tu mets aussi, Isma, la confiance que tu mets en la personne, de ce qu'il a fait depuis C'est la des années maîtrise et d'un des années. système fiable aussi. Ouais, Et absolument. la maîtrise, enfin, Mais ça, la maîtrise d'un système fiable dont vous êtes tous les deux, que ce soit au niveau du processeur de paiement Marc-Antoine ou que ce soit sur la gestion d'un workflow critique, qui est notamment la prise d'appel te concernant Isma, cette notion de système fiable, c'est aujourd'hui encore en tout cas un mot. Et d'ailleurs, dans l'infoproduit, c'est un système fiable versus le gars qui est à côté à tout qui pète, a des équipes qui sont pas en place, etc. Tu vas le dépasser, quoi. Donc là, je parlais uniquement de comment est-ce que tu fais pour avoir l'attention, puis après la convertir, ça c'est notre sujet, et puis après la retenir, c'est notre sujet aussi. Mais si on reste uniquement sur ce point-là, et on se met sur de l'infoproduit, sur le SaaS, je pense que pour toutes les personnes qui nous connaissent, enfin qui regardent ce podcast, en fait, ça nous valorise encore plus. C'est-à-dire que on n'a pas l'habitude de dépenser de l'argent pour ne pas gagner d'argent. C'est un concept que j'ai appris en commençant avec Lost. Genre, le fait de ne pas être profitable, quoi? Pourquoi faire? Quand? Oui, mais demain, la valorisation, les préférences. Non, écoute, j'ai dépensé 1 € aujourd'hui, je veux 5 € demain. Et c'est très simple, en fait. Et si tu restes. Et on a l'impression que ça les choque là-bas, là, les silicones. Ils se réveillent. Et maintenant, il faut que en fait, les revenus, cost of operation, il faut que ça fasse sens. Mais en fait, la bonne nouvelle pour des gars comme nous, c'est que ça a toujours fait sens et qu'on a juste à transposer notre sens commun, le common sense, qu'on a appris en faisant le bootstrap, c'est ultra sexy pour eux. Sauf que, en fait, on a toujours eu l'habitude de runner des business avec nos fonds propres. Et être profitable a toujours été dans une des priorités pour des entrepreneurs comme nous. Donc, du coup, tu as simplement, sans avoir à penser, à réfléchir et à essayer de faire la masturbation intellectuelle, tu as juste besoin d'utiliser les mêmes principes que tu as sur ton phone call funnel ou sur ton business d'e-com ou peu importe, sur un business de SaaS. Et la grosse différence, elle est sur comment est-ce que tu fais pour utiliser l'information que tu as agrégée en apprenant le marketing, apprenant à comment créer une relation, apprenant à builder des funnels, à gérer des équipes en étant bootstrap sur ton phone call funnel ou sur ton business à cash flow, et à le faire sur du coup ton SaaS. J'irai pas sur une tangente à dire comment est-ce qu'on fait pour être un mot. J'en sais rien, on n'y connaît rien en fait. On peut pas deviner, on peut pas projeter, et je pense pas que ça soit valuable pour l'audience d'essayer de réfléchir à ça. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que quand tu te retrouves avec un truc comme Calendly à
5 milliards d'euros aujourd'hui. Ils étaient à 3 milliards en 2021. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus. Ils sont entre 4 et 5 milliards. Ils font De valo, de revenus, de valorisation, quoi? de valorisation. Ok. Ils font 270 millions d'euros de revenus, de dollars de revenus. Ils ont 10 millions de clients. Alors, si tu vois le revenu par client, c'est n'importe quoi. Donc, et ils ont à peu près, il me semble, 250 employés. Comment ils sont 10 millions de clients? Beaucoup de Utilisateurs. freemium. Beaucoup de freemium. Ok, d'utilisateurs, ok. Ouais. 10 millions Ok. d'utilisateurs, 270 millions de revenus, à peu près 250 employés. Ok. Nous, c'est la première fois dans l'histoire où tu as un Arvalo comme moi qui peut aller compete avec des gars comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur ICP, ou en tout cas leur ICP, c'est 10 millions de clients, ce n'est pas des gens qui vont pouvoir payer, et donc du coup, beaucoup de clients, tu as beaucoup de besoin de customer support, et du coup, tu casses tout en fait. Et parce que tu gagnes trop peu avec tes clients, tu ne peux pas dépenser en publicité, et donc du coup, parce que tu as beaucoup plus de clients, tu as des enjeux de performance, de sécurité et de scalabilité qui sont gigantesques. Et donc, du coup, ils sont juste engouffrés dans un problème qu'eux-mêmes ont choisi. Bon, ils étaient là il y a 10 ans, il n'y avait pas ces enjeux-là. Au début, c'était juste pour partir de 0 à 1 milliard. Et l'histoire du fondeur est très inspirante. Le gars qui a créé Calendly, génial. Mais du coup, ça crée un écosystème où, et donc du coup, des problèmes de personnes que je connais, avec l'expérience que j'ai obtenue après avoir build des scale, closing et setting mastery. Donc, du coup, j'ai utilisé cette information, cette expérience, non seulement pour me faire de l'argent, mais aussi pour transformer ça en mode financier, en mode en termes d'intelligence, d'information, et aussi en mode en termes de relations et d'expérience avec les closers et les setters et les entrepreneurs qu'on a staffés. Et donc, du coup, si tu n'es pas trop con, tu prends ces 3 infos. J'ai commencé en 2022 avec iClose, je n'avais pas trop d'IA. Et du coup, ça m'a coûté énormément. Mais aujourd'hui, c'est encore plus facile pour une personne qui peut utiliser ces 3 modes, plus du coup, après, à rentrer à product design, etc. etc. Long story short, pour la faire courte, aujourd'hui, c'est encore plus facile pour des personnes comme nous d'arriver et de compete avec des personnes comme Calendly ou Zoom ou peu importe, qui avant aurait juste été impossible, parce que si tu n'as pas, je veux dire, à la Silicon Valley pour lancer une billion-dollar compagnie, 1 million, 2 millions, c'est pas du capital. Quand Rémi dit que le mot le plus important, c'est le capital, 1 million, 2 millions, 5 millions, c'est pas du capital. C'est rien. Tu peux pas commencer avec ça. Et aujourd'hui, avec moins de 5 millions, tu as peut-être une chance de finir avec une billion-dollar compagnie. Et je trouve que c'est une énorme bonne nouvelle pour nous. Intéressant. Est-ce que, toi, Marc-Antoine, toi qui vends beaucoup à des normies, genre des PME, C'est ce que j'allais dire, Logic, en fait. etc., Il y a, c'est quoi ton regard finalement un peu de la vraie vie une fois qu'on sort des start-upers et de Twitter, quoi? je ne sais pas si c'est la vraie vie, en tout cas, c'est le gros du business quand même. On sait qu'en France, notamment, je parle principalement de la France, le gros du business, c'est de la TPE, PME. Je crois qu'il y en a plus de 3 millions, je ne sais pas exactement combien. Et la réalité. Ouais. Ça marche jamais Restream, hein. Je sais pas c'est quoi ce logiciel à la con. Hello? Ah, il est revenu. C'est bon. Ouais, donc Pardon. 2-3 millions de PME, TPE, machin. Voilà, Et exactement. La réalité d'aujourd'hui, c'est que ces gens-là, en France, le gros du business, c'est des gens qui sont prêts à mettre sur, si on parle de SaaS, hein, ou on parle d'outils, qui sont prêts à mettre 2, 3, 5, 10, 15, 20 000 balles par an, peut-être encore plus pour des ERP sur des outils. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont juste encore sous-digitalisés. Ouais. Nous, avec LearnyBox, on est, avec nos offres entreprises, on parle à des TPE, PME, ETI. Quand on leur parle de formation en ligne, quand on leur parle d'académie client, Customer Academy, du fait que ça peut devenir un levier de business pour eux, la réaction pour un certain nombre d'entre eux, c'est encore « Non, mais attendez, nous, la formation en ligne, on trouve que c'est pas bien. On pense que c'est mieux d'aller voir nos clients en vrai encore. » D'accord ? On a des gens qui n'ont pas encore une digitalisation profonde. On regardait là, je regardais, il y a un baromètre, on pourra le mettre en lien dans le podcast, un baromètre de France Numérique qui dit qu'en France, en 2024, il n'y avait que 24% des boîtes qui avaient un ERP, un logiciel de gestion intégré, quoi, qui faisait à peu près tout. Et il n'y en avait que 65% qui avaient un logiciel de gestion comptable. Je ne sais pas si on se rend compte. Ouais.
Alors là, on va passer à la facturation électronique bientôt en France, donc on va être obligé de passer dessus. Mais ces gens-là, leur préoccupation, c'est le terrain, c'est le day-to-day, c'est des business qui ne parlent pas de scale, c'est des gens qui parlent de OK, comment je maintiens mes marges, comment je maintiens mon chiffre d'affaires, comment je recrute, comment je trouve une personne pour faire le business de la personne qui part en congé maladie, en congé maternité, à la retraite. Et donc, tous ces gens-là, quand on leur explique qu'il y a des changements profonds qui sont en train d'arriver, qu'il y a des choses qui vont pouvoir faire leur métier à leur place ou des outils, machin, on leur parle, enfin, c'est du chinois, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et donc, ça, pour moi, c'est un des mots principaux. Est-ce que ça va durer? Pour moi, c'est générationnel, je veux dire. C'est-à-dire que si on se place, et tu as raison, Isma, si on se place dans 20 ans, ouais, ok, ce sera un autre sujet, on est d'accord, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils auront ce mindset. Et encore. Mais ces mecs-là, à date, et pendant encore de très nombreuses années, leur enjeu va être, ok, j'ai Michel à la compta qui est en arrêt maladie, comment je fais aujourd'hui pour moi prendre le relais, pour moi rentrer les cases dans le fichier Excel. Je ne sais pas si vous n'êtes plus trop en France, mais moi, quand je vais en France et que je vais à la boulangerie, encore aujourd'hui, j'ai le boulanger qui décroche son téléphone et qui dit « Ah ouais, je vous réserve un gâteau pour demain matin, 3 baguettes de pain », et il l'écrit sur un calepin. Ok ? Donc, c'est comme ça qu'il y a encore des gens qui prennent des réservations. Alors, c'est des petits business, mais c'est le monde. Non, mais je pense que c'est important de faire le reality check parce que, en fait, quand tu es toujours sur Twitter, quand tu es toujours sur YouTube et que tu regardes des gars qui te montrent comment ils ont plugué leur cloud code avec leur. Ça marche jamais ce truc. Cette blague ou Ça marche. Bon, on va faire une anti-pub pour Restream, mais je pense que c'est ultra important de refaire l'aller-retour et au moins tu as du contexte. Sinon, tu peux. C'est assez facile de se perdre. Ouais, c'est vrai que moi j'ai quand même. Enfin, le feeling général, c'est que tu vas sur Twitter ou tu vas sur YouTube, mais qui t'explique ouais, il y a un truc révolutionnaire, ça change tout, j'ai viré toutes mes équipes, on t'annonce des gros chiffres, des grosses headlines, machin. Tu utilises le truc, le produit marche jamais. Marche jamais. C'est D'accord. sûr que marche jamais. Sur le papier, c'est un truc de fou. En fait, ce truc qui marche, c'est les mecs qui récupèrent de la YouTube Money et de la Twitter Money en faisant du clickbait sur en fait, ouais, ça remplace tout, ça remplace toute ma team, machin et tout. On a fait 1 milliard d'impressions, etc. En revanche, vas-y, dis-moi. J'ai une théorie. Alors, je ne peux pas comprendre comment, en tant que business, imaginez, vous êtes un business normal, vous dépensez des milliards et des milliards dans des data centers pour créer de l'IA. Ok, génial. Le problème, c'est qu'en fait, avec le churn de ces tools de merde, tu ne peux pas te permettre d'avoir une acquisition. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir les plateformes Meta et YouTube. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'en fait, elles ont, à la place de incentivize les gens, donc de pousser les gens à faire du contenu pour faire la promotion du t-shirt de Tougan qui a lancé sa brand ou quoi que ce soit, parce que ça paye plus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont incentivé les gens à faire du contenu avec l'IA. Et guess what? L'IA, c'est leur propre produit. Donc, Meta et YouTube, ils ont juste à donner un facteur supplémentaire si tu promeus un tool de IA. Et donc, du coup, vous vous rendez compte, en fait, ils ont transformé tous les influenceurs qu'on avait en affiliates pour leur propre produit de manière à inflate la valeur perçue ou la hype pour finalement augmenter leur stock pour qu'ils puissent ne pas se faire trop diluer au prochain round quand ils vont devoir racheter des GPU dans 4 ans parce que ça expire tous les 4 ans. Donc je vois un petit scam qui est en train de se passer. Je ne sais pas si je suis le seul à le voir, mais à chaque fois que j'utilise un tool, il ne fonctionne pas. Donc je ne vois pas comment tu peux dépenser en infrastructure et avoir des coûts d'acquisition de cette manière-là. Aucun investisseur n'investirait dans un business tel que celui-ci. Du coup, en parlant de tool qui ne fonctionne pas, c'est une transition agréable vers un tool qui fonctionne, que vous semblez avoir utilisé un certain d'entre vous. C'est Intercom, boîte que je trouve absolument insupportable. J'ai toujours détesté leur putain de produit, mais ça, c'est un autre sujet. Non. C'est pas les humains. C'est pas un autre sujet, au contraire. Ok, bon, du coup, ils ont introduit un tool qui s'appelle Fin, qui a fait 100 millions d'ARR en 21 mois, à base de 0,99$ par ticket résolu. S'il y a échoue, le client ne paie rien. Donc on est sur un modèle qui va challenger
le modèle par abonnement des SaaS. Donc, le marché ne paie plus pour de l'accès, il paie pour du résultat. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voudrait partager aujourd'hui. Et je pense vraiment, en fait, parmi les- il y a une énorme innovation business. Enfin, il y a un énorme edge business à aller chercher sur l'innovation de pricing. Ok. C'est un truc dont on va parler. Donc, finalement, le risque financier, la bascule du client vers le fournisseur de services, c'est un changement structurel majeur, ce n'est pas un cas isolé. Zendesk aurait également proposé un système à 1,5 $ à la résolution. Sierra AI a dépassé 100 millions d'ARR avec le même modèle, outcome-based, c'est la version anglaise. Et donc, on est sur du agentic as a service, du pricing outcome-based, ça c'est juste pour caser tous les mots anglais. Et du coup, les 3 impératifs pour survivre, c'est facturer l'outcome, pas l'accès, assumer le risque si le ROI n'est pas immédiat, aligner toutes les équipes, car chaque bug coûte désormais de l'argent réel. Et du coup, dans ta boîte, c'est pas la foire à tout le monde qui fait de l'obligation de moyens. Chef, j'ai testé, je suis venu, j'ai posé mon cul sur une chaise, j'ai pissé du code, ça marche pas, bah, c'est pas de ma faute, etc. Là, du coup, toute la boîte qui fournit le service est incentivée et comprend que si ça marche pas, s'il y a un bug, et si c'est approximatif, s'il y a du slop, s'il y a de l'AI hallucination, c'est nous qui payons. Donc, la conséquence opérationnelle concrète, c'est une qualité de produit passe de métrique de satisfaction à de la métrique financière directe. Donc, c'est plus est-ce que le mec a oublié d'annuler son abonnement et il nous dit qu'il est content ou pas content sur Trustpilot. C'est finalement, c'est de la métrique financière directe en temps réel pour piloter le business. Isma, je crois que c'est toi qui avais testé ce produit en premier. Ouais, on a 56% des tickets qui sont résolus instantanément à travers Fin. Juste incroyable, quoi. T'as pas besoin. Alors, avant, ça nous aurait pris, je sais pas combien de personnes sur différentes time zones, travailler 24/24, 7/7. Et puis après, tu as la personne, est-ce qu'elle peut le comprendre, est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a bien interprété, etc. Alors que là, tu as justement un IA qui peut répondre à la place instantanément. Je pense que le next step pour eux, ça va être se plugger à l'infrastructure du tool. Par exemple, pour moi, iClose, il va se plugger directement à la database pour comprendre, pour voir en fait exactement ce qui s'est passé, pour en fait, tu vois, j'ai un problème, ok. Le client ne devrait pas avoir à expliquer son problème. Ça devrait être directement problème, résolution. Et au début, ça paraissait cher de payer $1 par ticket résolu. Ça l'est lorsque la résolution n'est pas haute, parce que tu dois faire beaucoup d'allers-retours, mais au fur et à mesure que l'intelligence artificielle de Fin, de Intercom, devienne meilleure, et en fait, c'est juste incroyable. On ne peut pas s'en séparer. Je ne vois pas comment on pourrait sortir Fin aujourd'hui. Et nous, de la même manière, avec iClose, étant donné qu'on capture les prospects qui ne réservent pas d'appel, on est en train d'implémenter également une IA pour recontacter les prospects à travers WhatsApp, e-message et d'autres canaux pour pouvoir booker l'appel. Et étant donné, imaginons que quand tu vends du high ticket, que tu as un produit à 4 ou 5 000 euros, je peux très bien te faire payer 15 ou 20 euros l'appel réservé. Et je ne te ferai pas payer sur l'utilisation. Et je trouve que c'est, je pense que Rémi va en parler. Donc toi, avec ton tool, tu veux faire un truc où tu dis, On est en ok, train de... je vais aller à la guerre pour que le call il ait lieu, Ouais. pour qu'il y ait un vrai show-up rate, pour augmenter, je vais me battre, en gros, iClosed, avec ses outils, va se battre en automatique pour pour que le call de vente ait lieu. Ouais. En revanche, iClosed, théoriquement, voudrait être payé par succès, à savoir, il y a eu un show-up rate, le mec est venu, il y a eu un appel, et là, tu es payé. Tu as les appels qui sont bookés. Ceux-là, on ne te fait pas payer. Il devrait booker avec n'importe qui. Mais nous, là, on va aller chercher la performance. C'est sur les appels qui n'ont pas réservé de rendez-vous, les appels qui ont été abandonnés, qu'on a capturés grâce à la technologie d'iClosed. Maintenant, notre job, ça va être d'aller recontacter les prospects sous 5 minutes parce que tes setters ne le font pas et ça te coûte 2 à 5 000 euros par mois de payer des setters qui vont envoyer des messages qui ne font pas leur job correctement. Tu vas pouvoir enlever ça ou réallocate tes setters sur une autre verticale. Et du coup, on va pouvoir envoyer un message dans la bot channel à ton prospect qui n'a pas réservé d'appel et le transformer en appel qui se présente dans l'appel avec ton commercial afin que tu puisses le closer sur une offre à 4 ou 5 000 euros. Donc, c'est du revenu qui n'existait pas à la base, qu'on va pouvoir te donner. Et je pense que la clé pour avoir ce type de pricing, c'est de pouvoir avoir, en fait justifier, c'est-à-dire de pouvoir claim, je ne sais pas comment on dit en français, mais on peut justifier et dire, écoute, tu n'aurais pas pu... un usage récurrent qui crée de la valeur. Il faut pouvoir... Et tu vois, il faut vraiment dire que c'était pas possible sans nous. Sinon, les gens, ils n'acceptent pas trop ça. Ok, intéressant. Marc-Antoine, tu as utilisé ce truc-là. Rémi, tu n'as pas utilisé ce truc-là.
Non. Non, Intercom, non. Ouais, Ok, moi, nous, on Marc-Antoine, tu l'utilise, utilisais? on Ouais. l'utilise aussi. Et pourquoi en introduction, je te disais justement le produit. Moi, nous, il nous rend dingue ce produit. Et je voulais partir. Il y a 6 mois, je voulais partir, d'autant plus qu'ils ont augmenté leur pricing par site. Ils ont changé complètement leur modèle par siège. Et ils sont passés à des tarifs plus élevés. Donc, en fait, du jour au lendemain, hors fine, on nous annonce qu'on va prendre 30%, si tu veux. Et moi, quand j'ai mes équipes qui m'expliquent qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans les workflows, les automatisations d'Intercom. Bon, bah, moi, mon réflexe de bon gestionnaire, bon père de famille, c'est bah, les gars, vous n'êtes pas contents, ils vont nous mettre 30%. Nous, on veut un tool qui nous accompagne sur le développement, donc bah, on va se poser la question de partir. Seulement, il y a un truc. Il y a Finn, qu'on utilisait depuis quelques mois, mais en fait, on n'était pas juste en train de l'utiliser, on était en train de l'entraîner. On était en train de lui donner à manger. On était en train, nous, de changer nos processus pour faire en sorte que dans l'équipe, il y ait des gens qui répondent aux tickets et une partie de leur temps soit dédiée à fournir de la data, de l'info pour Finn, pour que le taux de résolution de Finn, donc en fait, pour que Finn gagne plus, résolve plus de tickets et du coup prenne plus d'argent à la sortie, bah, répondent beaucoup plus aux tickets, beaucoup mieux, et ça résolve instantanément parce qu'il se maladie, ça t'ouvre des perspectives dingues quand tu as quelque chose comme ça. Du jour au lendemain, tu te dis, OK, j'ai une partie de mes tickets entrants qui sont résolus instantanément. Alors, ça rend fou un certain nombre de clients, mais je pense que ça, c'est dans les mœurs, ça va venir petit à petit. Tu as tout un tas de gens qui t'expliquent arrêtez je ne veux pas parler au chatbot, je suis client depuis 5 ans, moi, je sais, machin. Donc, sauf que ces gens-là, on peut leur répondre beaucoup plus rapidement parce qu'il y a toute une partie des tickets qui sont simples, faciles, qui ne sont plus traités par des humains, en fait. Donc, en fait, même quelqu'un qui est avancé, il bénéficie de Finn et des tickets traités par l'IA parce que lui, on peut le prendre en charge beaucoup plus rapidement. Et donc, le sujet, c'était, bah, moi, je veux changer parce que ça va me coûter plus cher. Et en fait, non, je ne peux plus parce que je suis en train d'entraîner un truc. Et d'ailleurs, j'ai un deal avec Intercom, qui est une sorte de deal implicite. C'est je te donne ma data, tu t'entraînes avec, mais la data de tes autres clients, ils entraînent ton IA qui est encore plus performante pour moi. Et donc, au fur et à mesure, moi, ça c'est un des mots d'ailleurs, du coup, Ouais. d'Intercom et de Finn, c'est pas le lock-in comme on l'imagine, c'est la perte de mémoire, la perte d'intelligence qu'on aurait si on allait chez Zendesk ou un autre. Et le réapprentissage, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est un sujet qui est incroyable dans leur nouvelle tarification. Et au passage, effectivement, bah, ça te fait aimer le produit, en quelque sorte. Là où on y voit tout un tas de problématiques techniques, bah, à la fin, ouais, mon meilleur opérateur, et d'ailleurs, ils ont été smart dans l'UX, parce qu'en fait, c'est un opérateur, Finn, c'est comme si tu avais une personne humain. aussi, un humain. Et donc, quand tu fais, OK, c'est qui le meilleur de la semaine? Bah, c'est Finn. C'est celui qui a résolu le plus de tickets. Ouais. Il a coûté combien? Tu Ah bah, il a résolu 150 tickets et les autres, 28. Ah, bah, ouais, résous combien de tickets là? C'est quoi les pourcentages de tickets que tu résous avec moi, je suis à peu près 40%, mais on est à 70% des tickets participés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne lui donne pas tous les tickets pour l'instant. Les tickets qui arrivent par certains clients, Ouais. nos clients VIP, Enterprise, pour l'instant, on ne le donne pas à Finn parce qu'on considère que c'est un peu trop complexe, mais pour l'instant. Mais à nouveau, au fur et à mesure, on va donner de plus en plus. Je crois que j'étais avec la team là, l'objectif c'était de passer à 65%. Mais Et sur tous les tickets. sur tous les tickets. Et ce que tu peux aller regarder aussi, et j'étais vachement vigilant à ça parce que je veux pas mettre de l'IA lorsque c'est pas nécessaire. Et donc du coup, tu peux aller checker la Oui, satisfaction. exactement. Ils ont sorti ça. Voilà. Et donc du coup, tu peux checker, on était un truc comme 96% à 56% ou 54% de résolution. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que du coup, ça résout mon problème et les clients le kiffent. Génial. On continue. Rémi, un point sur les stratégies de pricing, leur impact sur la LTV, puisque je sais que ça, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup stratégisé pour créer pour développer tes offres. C'est un sujet, c'est un sujet qui est en effet très intéressant. C'est parce que c'est un impact monumental sur toute entreprise, et c'est finalement le dernier truc qu'on avait testé.
Et ça vient aussi du fait qu'on est sur un secteur qui est quand même assez jeune. Et donc, pour faire un petit peu l'historique, on a commencé, enfin le monde en tout cas du logiciel et digital a commencé avec des lifetime deals, pour ensuite aller vers du récurrent, pour aujourd'hui embrasser le pay par site qui a une durée de vie potentiellement restreinte de par le fait qu'on aura de moins en moins d'humains, et donc pour aller vers du pay par action. Maintenant, fixer un pricing nécessite, selon moi, soit du testing, soit d'arriver à faire preuve de beaucoup de lucidité vis-à-vis de plusieurs choses. Vis-à-vis de la LTV, parce que le but d'un pricing, c'est de collecter le plus de LTV, vis-à-vis de l'impact de ce pricing sur le taux de conversion, parce que c'est bien d'avoir une LTV de 5 000 euros, mais si j'ai divisé par 100 mon taux de conversion, ça n'a pas de sens. Ouais. Sur le taux marginal de rentabilité du marché, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que globalement j'aurais rincé mon marché et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai rincé mon marché, et également Le CAC, c'est très important. Le ouais, CAC. Comment est-ce que tu fais C'est vrai que les pour conversions, d'acquisition client qui Ouais. est implicitement lié globalement à ton taux de conversion. Et le dernier point, c'est finalement qu'est-ce que tu fais de ton cash flow. Et nous, c'est vrai qu'on est reparti sur le sujet, enfin notamment, je pense à Imoscan et j'ai fait avec d'autres logiciels. En fait, la plupart de nos logiciels aujourd'hui fonctionnent en lifetime deal parce qu'on résout des actions qui ne sont pas des actions assez récurrentes à résoudre pour aller vers du pay per action dans une perspective de pertinence de la LTV. Nos concurrents qui sont sur des abonnements avaient une LTV qui était 3 fois moins élevée que la nôtre, avec des taux de conversion qui étaient inférieurs. Et de par mon savoir-faire initial, qui est quand même de faire du stock picking de belles boîtes, et comment dire, partant du principe que je n'ai aucune assurance, et ça je pense que beaucoup de gens se fourvoient là-dessus, partant du principe que je n'ai aucune assurance que mon business fonctionne encore dans 10 ans, comment est-ce que je fais pour m'assurer de sa survie dans 100 ans? Bien, je collecte un maximum de cash dès maintenant et je place tout ce cash au sein même de l'entreprise sur un modèle où je sais que j'aurai un taux de croissance d'environ 10% par an sur du long terme. Et ça, c'est vraiment, et selon moi, une bonne réflexion financière de son entreprise doit inclure, d'une part, une bonne réflexion du pricing, mais aussi une bonne réflexion de que fait-on des flux de trésorerie de l'entreprise, non pas dans l'intérêt du fondeur, parce que beaucoup de gens réfléchissent surtout dans notre écosystème, beaucoup de gens réfléchissent leur entreprise à la manière d'un micro-entrepreneur qui a juste vocation à s'enrichir d'une manière personnelle. Mais à partir du moment où on réfléchit finalement dans l'intérêt de la personne morale que l'entreprise représente, eh bien, on va mettre en place une dynamique d'investissement au sein même de l'entreprise pour qu'elle nous survive. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle l'allocation de capital, mais j'en reparlerai un petit peu juste après pour montrer exactement ce qu'on a mis en place dans une des boîtes, dont les performances sont assez moyennes, mais dont le capital va croître à millions d'une manière assurée. Cool. On va prendre rapidement le sujet. Je pense qu'on peut aller le traiter assez rapidement. Du AI washing, qui était initialement le sujet numéro 2. Donc Oracle qui vire 20 à 30 000 personnes, peut-être des gens du support client, je ne sais pas, avec un email à 6h du mat. Le 6h du mat, il picote un peu dans le bas du dos quand même. Le commentaire un peu général aujourd'hui dominant sur cette thématique-là, a été un peu résumé par Marc Andreessen, qui dit qu'en fait, l'IA est un peu une excuse bidon pour en fait dégraisser les surrecrutements qu'il y a eu dans le Covid. On a donc vu la naissance du concept de AI washing. On va invoquer l'IA pour justifier des décisions financières qui n'ont en réalité rien à voir avec elles. Donc c'est le greenwashing version tech. Un sondage estime que 59% des directeurs RH admettent mettre l'IA en avant parce que ça passe mieux que les contraintes financières auprès des employés et des investisseurs. Parmi les purges emblématiques, on a Block, boîte de Jack Dorsey, anciennement le cofondateur de Twitter, qui a viré 40% de ses effectifs en invoquant l'IA. On a Amazon qui a licencié 16 000 personnes en janvier, après 14 000 en octobre, même si je crois qu'ils sont revenus sur certains licenciements, notamment des licenciements d'ingénieurs, après que leur IA ait un peu déconné. Salesforce, 4 000 postes, pareil, en mettant en avant l'IA. Je crois qu'il y a aussi Facebook récemment qui a annoncé quelque chose, quoi. Les études, enfin après, parmi les études qui ont été faites sur l'impact de l'IA en termes d'emploi, l'impact serait marginal, notamment Forrester qui estime qu'il y a à peine 100 000 postes aux États-Unis qui ont été supprimés à cause de l'IA en 2025 sur 160 millions d'actifs américains. Et le vrai moteur des coupes, ce serait plutôt des restructurations bilancières, des corrections post-Covid, des effectifs gonflés et des financements de CAPEX AI massifs et qui plombent le cash flow.
Néanmoins, on peut s'interroger sur la création d'une nouvelle narrative boursière où tu vas pumper le stock de ton action en purgeant les mecs et en disant que tu as intégré avec succès de l'IA. Mais je pense Qu'est-ce que que ça vous évoque? Ouais. j'ai aucun point de vue là-dessus, donc je peux le prendre de suite là, et après je vous Ouais. laisse parler là-dessus. En fait, il y a déjà évidemment ce qu'Anderson a dit, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, any news is a good news. C'est une manière de faire de l'ads, en fait, tu vois. Que ce soit virer des gens, que ce soit même, je pars avec Claude Code, avec la leak. Parce que je me suis posé de cette question, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que c'est possible d'avoir un Claude Code qui leak comme ça? De la même manière que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont refusé de donner au Pentagone l'accès. Donc, du coup, ils ont l'utilisé comme une news, ce qui est génial parce que tu te retrouves à avoir 3 ou 5 000 PhD, donc doctorats, qui sont contre Trump. Donc, c'est génial pour un point de vue hiring et recruter des talents efficaces dans ta boîte. Tu te dis, c'est quoi le prochain truc que je peux faire? Et venez, on leak le code. Et encore une fois, c'est Andrew Tate, tu vois. Et une impression, c'est une impression, tu vois. Et tu te dis, je crois pas. Je pense que ils sont beaucoup trop smart pour ça. Et je baille pas ça. Et de la même manière que quand je vois les boîtes qui licencient, donc pour revenir à Anderson et Andreessen. à Anderson et que ce soit eux ou soit Zoom. Zoom, pareil, 7000 employés. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites à quoi vous jouez? Je vois pas. Les boîtes qui licencient beaucoup, c'est en général des boîtes qui n'ont pas le founder. C'est beaucoup des boîtes où ils ont foutu du management dessus, où tu as des gens, à Non, moins mais que non, mais non, mais Meta, non, mais non. Meta. Meta, ça purge. Block, Jack Dorsey, il est dictateur, il fait ce qu'il veut. Non, il y a plein de boîtes founder-driven qui purgent de ouf en ce moment. Non, mais parce qu'ils ont overstaff ou parce que c'est l'IA? Officiellement, moi, ma thèse, c'est juste la narrative boursière, quoi. C'est le code promo Gonzo40. Tu arrives, tu liquides 40% des mecs, ton cours de bourse, il pump. Et En attendant, tu as Telegram qui run à 30 employés. Telegram qui en a 30 employés et Twitter WhatsApp, devenu 40. X. T'as Twitter devenu X, devenu XAI, devenu SpaceX, qui a viré 80% des mecs, et ça tourne encore, quoi. Donc, Rémi, la bourse, c'est pour toi, la bourse. Ouais. Non, mais en tout cas, Ismaël, je te rejoins et je vous rejoins sur le fait que de toute façon, les meilleurs vendeurs du monde ont toujours été des vendeurs d'actions. Parce que c'est ce qui rapporte le plus. C'est tout. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vis-à-vis de la narrative boursière, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est bénéfique à court terme, mais surtout, c'est bénéfique à long terme. Parce que si tu réduis ta masse salariale, tu augmentes ton cash flow. Donc, une fois que ça va se confirmer, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est qu'on ne mesure pas encore l'impact que ça va avoir. Maintenant, cet impact, il va être quand même assez cloisonné au secteur tech, qui a accueilli finalement sur ces 20 dernières années pas mal de salariés et qui va les laisser gentiment repartir dans d'autres secteurs. Mais c'est un secteur qui a connu finalement une forme de bulle, de surconcentration de moyens humains, etc., pour aujourd'hui s'autodisrupter à la Schumpeter, c'est magnifique. Mais c'est de la poésie. Et ça va créer de très belles boîtes de rendement. Parce que maintenant que globalement, on se rend compte que les flux de trésorerie et le compounding ne sera pas infini, eh bien, la prochaine étape, c'est d'en faire des cash cours. Je trouve que c'est juste génial de pouvoir appuyer sur un bouton et de virer autant d'employés. D'un point de vue infrastructure, en fait, ces employés, ils n'étaient pas sur des workflows qui étaient critiques. Vous le savez autant que moi. Il y a l'expérience, il y a le contexte. Quand tu es en train de pusher du code, il y a des key members. Tu ne peux pas les sortir comme ça. Et donc, du coup, pouvoir appuyer sur un bouton et sortir 7000 personnes, ou je ne sais pas, 20 000 personnes, 20 000 personnes sur un bouton, mais ils faisaient quoi? Ouais, c'est beaucoup. Je viens de Carcassonne, il y avait 50 000 personnes dans ma ville, 30 000 employés, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens. C'est des fous Vous plein. vous rendez compte, en fait? C'est beaucoup de gens, 30 000 personnes. Ouais. Bah ouais, sur la question de qui est viré, Marc-Antoine, tu as une opinion? Bah tiens, toi qui es en France moi, d'ailleurs, toi qui il y a es le seul à être incorporé en France là. Est-ce que tu peux appuyer sur un bouton et virer 30 000 personnes? Alors, 30 000, non, c'est sûr que c'est
Si tu vires juste ta customer support, la boîte elle tombe. Et le gars, Non, parce que chez nous, on a remplacé beaucoup de monde, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, il y a quand même un truc sur les grosses boîtes, c'est que tu n'as pas l'intuitu personae. Tu n'as pas le côté, j'ai pris le café avec, je te connais, machin et tout. Tu as tellement de strates qu'à un moment donné, tu regardes ton PNL, donc ton compte de résultat. OK, là, ça va nous coûter combien? Et c'est pas toi qui fais le sale travail. OK? Il y a aussi ça. Quand tu es dans une TPE, PME comme nous, le sale boulot, c'est toi qui le fais. Donc, aller regarder la personne dans les yeux, 1, 2, 3, 5, 10, dans les yeux, lui dire, écoute, maintenant, en France, c'est Pôle emploi, et pourtant, Pôle emploi, c'est quand même assez cool. Enfin, c'est cool au sens où tu as un peu de sécurité patrimoniale, patrimoniale, en tout cas économique, versus dans d'autres pays. Donc, il y a effectivement un truc complètement différent quand tu regardes une ligne, tu dis, bon, ça va nous faire du cash flow en plus à partir de l'année prochaine. Il y a un severance package et on leur paye 2 mois. OK, ça coûte tant. Tu joues avec des chiffres, en fait. OK. Non, moi, mon truc sur l'IA washing et le point que je trouve étonnant et qui est assez nouveau, j'ai l'impression, c'est le côté à qui bénéficie ce truc-là, à qui bénéficie l'IA en fait. Parce qu'on dit, ouais, ça va te remplacer, bientôt les GI, machin, ok. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, et la sensation que j'en ai, et j'ai l'impression, en regardant un petit peu ce qui se passe aussi, notamment Harvard Business Review avait sorti une étude là-dessus il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, ça bénéficie, contrairement à ce qu'on peut penser, ça bénéficie aux anciens, à ceux qui connaissent l'industrie, en fait, qui sont dans le business depuis un moment, qui comprennent les choses, qui comprennent les spécificités de leur industrie, de leur métier. La théorie d'Harvard Business Review, c'est le Gen AI Wall Effect. En fait, ils se disent, quand tu es un junior, en gros, tu arrives, l'IA, ça peut avoir des bénéfices incroyables parce que ça te donne l'impression que ça va tout faire à ta place. Mais en fait, quand tu débutes dans une industrie, que tu es assez junior, tu ne sais pas ce qu'il faut demander parce que tu n'as pas l'expertise et tu ne sais pas si ce que l'IA te sort est bien. Et le truc en anglais, ils appellent ça garbage in, garbage out. Parce qu'on le sait, on l'utilise tous maintenant, si tu n'as pas d'expertise, tu ne sais pas comment prompter. Et faire la distinction entre une énormité que tu as sorti l'IA, et c'est ça le danger d'ailleurs, c'est que l'IA, quand elle te sort une énormité, elle te le fait passer pour quelque chose de, quelque chose de sûr, quoi, tu vois. Tu vas pas le... Exactement. Tu vas pas le... Après, quand tu cours sur elle, tu dis, you are absolutely right. Exactement. Absolutely right. Là, tu as dit une connerie. Ah, effectivement, je vais refaire les calculs. Okay. Et c'est Vous avez absolument raison. Et ça, je pense que... La no bullshit answer. Et après, il repart. Je suis sûr que quand ça t'arrive, tu as envie de balancer ton ordi par la fenêtre parce que tu me fais tout un déroulé, puis à la fin, je te dis, attends, tu es sûr de ça? Parce que justement, moi, j'ai la compétence. Donc, ça me semble bizarre ce que tu me dis là, vérifier. Ah oui, effectivement, c'est complètement faux. Et donc, moi, si je prends un tout petit parallèle avec la banque d'affaires, ce que j'ai connu comme métier, où quand tu es débutant en banque d'affaires, en banque d'investissement, en fusion-acquisition, tu crunches de la data. Ton métier, c'est aller chercher combien a été valorisée une boîte, quelle est la valeur d'entreprise, le prix, le multiple d'EBITDA, tout un tas de KPI financiers. Tu vas chercher ça dans des articles, dans des bases de données. Tu crunches, ok? Mais vraiment, tu rentres le chiffre à la mano, quoi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu as l'IA, en fait. Tu as l'IA. Donc aujourd'hui, je veux savoir comment valoriser une boîte ou tiens, donne-moi les multiples comparables de telle boîte. Je demande à l'IA, elle va me sortir le truc, elle va me donner le chiffre à la fin et je vais le regarder. La grosse différence, c'est que moi, je vais tout de suite avoir l'œil pour lui dire, attends, est-ce que tu as fait le retraitement de ça? Tu as vérifié tel truc pour tel business, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu peux checker ça? Parce que je l'ai crunché à la main. Parce que je me suis fait dérouiller quand j'étais jeune. Ah tu as oublié tel truc. Les pensions, donc les indemnités de départ à la retraite, ils sont en dessous des EBITDA, remets-les bien au-dessus, machin. Bon, et du coup, tu l'as crunché à la main, donc tu as la compétence. Un mec qui arrive, aujourd'hui, je demande à n'importe qui, fais-moi la valorisation de telle boîte, il va me le faire avec l'IA, il va arriver, il va me dire, voilà, c'est tant. Sauf que comme il n'aura pas l'expérience, l'expertise et, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'œil pour comprendre et voir le attention to detail, l'attention au détail, en fait, il peut me sortir que de la merde, il n'en aura même pas conscience. Et en fait, je pense que c'est la même chose. Regardez, même transition que j'avais fait plutôt avec
avec peut-être qu'on ne comprend pas vraiment l'IA, ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. Mais si on prend juste un exemple comme celui-ci, qui vient d'évoquer là à l'instant, truc qui est simple, c'est quoi? L'IA, c'est exactement le même problème. C'est que tu te retrouves avec de l'IA qui hallucine sur un workflow qui est simple, par exemple, identifier la valorisation d'une boîte, et tu vois qu'il y a beaucoup d'hallucinations. Si tu mets ça sur du vibe coding, c'est encore pire. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de data. L'IA a beaucoup plus de data pour faire quelque chose comme valoriser une boîte. Il y a beaucoup plus d'articles, il y a beaucoup plus de ressources. C'est encore plus simple et on n'y est même pas encore. Et on est en train de parler de bulles des apps en one shot. Si tu regardes les vidéos YouTube que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça ne compte pas. Je ne vois pas comment on peut y arriver dans les 2 prochaines années. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Too early. Et je Sans pense que c'est la transition, première ouais. fois, et là, Arnaud, tu pourras nous dire avec toute ton expertise sur l'histoire de l'humanité et de l'économie, c'est une des premières fois où, en fait, on croit que ça bénéficie aux nouveaux entrants, mais en fait, ça bénéficie aux insiders. Ça bénéficie parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu dois demander, quand tu sais ce qui est bon et pas bon, en fait, là, ça te démultiplie tes forces, en fait. Si tu es débutant et que, en fait, ça te fait faire plus de merde plus rapidement, quoi, en quelque sorte. J'ai le sentiment. Ouais, c'est ça qu'il y a la logique technologique, enfin, l'adoption technologique bénéficie à l'outsider. C'est la petite boîte innovante versus le grand groupe, le petit indie hacker dans son coin versus le profil corporate, le gars plus jeune et donc qui est formé, enfin, qui s'est auto-formé sur des nouvelles techno versus le mec plus établi. C'est vrai que la logique de la techno, c'est que l'outsider menace systématiquement l'insider. Ça peut prendre du temps. L'insider peut être retranché avec, voilà, c'est un grand groupe où c'est très politique, etc. Mais l'outsider bénéficie. Là où effectivement aujourd'hui, l'outsider a un désavantage par rapport à l'insider en termes de compréhension et comme tu dis, genre d'avoir une forme d'intuition sur enfin, d'avoir l'intuition de voir qu'est-ce que moi je me rends compte avec mon staff. On bosse sur des trucs, ils font des choses avec IA, mais c'est hallucinant. Et c'est vrai que moi, mon intuition, c'est, enfin, tu sais, ils ont fait du copywriting avec de l'IA, c'est dog shit, quoi. Enfin, c'est une horreur, c'est une abomination. Et ouais, parce que j'ai écrit des textes à la main pendant 10 piges, quoi. Exactement. Et l'intuition, en fait, c'est pas l'intuition, tu l'as travaillé, c'est un muscle, l'intuition. Ouais, c'est ça, ouais, c'est l'acquis, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, l'outsider aujourd'hui, bah, il n'a pas cet avantage. Et surtout, on n'est même pas sûr qu'il puisse acquérir cet avantage. Dans la mesure où les boîtes vont se dire, moi, je prends mon senior, le senior devait s'adosser sur les juniors pour faire du boulot, je peux avoir moins de juniors, donc je garde mon senior, je prends moins de juniors. Donc, parce que le senior plus IA, enfin le senior avec un peu moins de juniors et un peu plus d'IA fait un rendu qui est bon. Donc, il y a beaucoup moins de juniors qui viennent des seniors. Et donc, du coup, même sur, on va dire, le parcours quelque part de la méritocratie, genre, tu vas faire tes études, travailler dur, passer des concours, etc., rejoindre des top universités, aller t'épiner pour avoir un stage chez McKinsey ou j'en sais rien, Cyril Fion, essayer d'avoir un job chez Goldman Sachs ou autre, ok, Cyril Fion, monte en grade, etc. Donc tout ce parcours méritocratique, en fait, il est vraiment semé d'embûches maintenant, voire il est carrément compromis pour une grande partie de la cohorte, quoi. Et, mais ouais, effectivement, ouais. Bah, du coup, cette cohorte, elle va faire quoi? Bah, cette cohorte, elle va aller sur Internet et faire du bif. Ce qui nous amène à un sujet qui est plus un sujet ouvert, qui est le sujet numéro 5. L'idée du sujet numéro 5, c'est d'apporter quelque chose d'un peu plus dopaminergique à nos fidèles auditeurs et surtout bénéficier de nos expériences mutuelles et de la data que nous avons, en particulier de la data que Marc-Antoine, tu vois passer sur l'Unibox à travers des dizaines et des dizaines, des centaines, des milliers d'infopreneurs. Et Isma, tu vas passer beaucoup de data. EUS, Isma, c'est quoi tes plus gros marchés en termes de géographie? US, Europe. Europe quoi? Europe, France, Allemagne, quoi? Allemagne, les Dutch. Donc c'est US, Allemagne, Hollandais. Dutch. Ah ouais, Hollandais, ouais. les Hollandais, là, ils sont énervés. Ok. France, UK, enfin quasiment toute l'Europe, ouais. Toute l'Europe Ok, cool. et les US. Et Australie aussi. Ok. Qui fait 1 million par mois? Toi, Isma, dans la data que tu vois, les mecs qui font du closing, qui fait quoi? Enfin, pas nominalement, hein, j'entends bien Ouais, que je c'est un truc il client, veut hein. quoi, lui? Non, mais tu sais, genre, non, mais en gros, quel type d'offre, quel type de positionnement, quel type Ouais. de funnel? Ouais. Toi, tu vois quoi?
Ouais, ouais. Donc tu veux parler marché US ou marché français ou marché européen? On Parce s'en qu'il y a une fout, une peu énorme importe. différence, hein, il y a une énorme différence, hein. En fait, sur le marché l'énorme différence que je vois sur le marché US versus le marché européen, c'est vraiment, la diffé tout est lié au coût d'acquisition, tout est lié au coût par clic. Sur le marché US, tu as un coût par clic à 5 € environ, 4 à 5 € et donc du coup ça fait driver les coûts vers le haut et donc du coup tu es obligé d'optimiser ton funnel, de la bonne manière et sur le marché français ou vers le marché, européen, tu as un coût par clic qui est à 1 €, 2 € et donc du coup, c'est assez simple de faire de l'argent. Ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue market sophistication, le marché européen, il est pour moi, de loin, sous-évalué. Il y a encore énormément à aller chercher, mais aller chercher les fois 10. Donc les marchés qu'on voit qui fonctionnent extrêmement bien sont les marchés, sur des endroits où tu ne les verrais même pas. La santé, donc Mmh. il y a des business d'infoproduits sur la santé. En fait, j'ai l'impression que c'est des marketeurs qui ont eu l'habitude d'aller se taper des funnels comme le closing, comment lancer ton business en ligne, et cetera, qui ont fait quelques millions sur ça et puis après qui en ont eu marre parce qu'ils ont vu qu'en fait, tu vois? C'est comme un petit peu, gros parallèle, les personnes à YC qui lancent leur startup, ils font tous des applications pour développeurs. Et donc, du coup, en fait, il y a ce truc où, en fait, quand tu es développeur, tu fais des applications pour développeurs. Quand tu es marketeur, tu fais des offres pour les marketeurs. Et donc, pas de bol, c'est là où il y a le plus de compétition, enfin, les coûts par clic sont les plus élevés. Et donc, du coup, c'est de plus en plus compliqué d'extraire des ressources, enfin, des revenus de ce marché-là. Et là où on voit que ça fonctionne extrêmement bien, c'est quand tu mets un gros opérateur ou un market extracteur sur un marché où on ne l'attend pas. Et là, donc du coup, finance, donc investissement, pareil sur, la santé, pareil sur, du B2B, des B2B où tu penserais pas que ça fonctionnerait. Par exemple, on a vu des offres où, sur le, comment est-ce que je peux poser ça sans le dire? Laissez-moi une seconde parce que sinon tout le monde va le flaguer, celui-ci. Mais en gros, avoir un funnel qui fonctionne, c'est pas aller sur du make money. Le make money classique, laisse-moi te montrer comment créer une agence en 90 jours, ça, on l'a vu et revu. Il faut aller chercher sur des marchés où on ne t'attend pas et si ça veut dire utiliser une personne en front-end qui fait des vidéos pour toi, qui a une expérience que tu n'as pas et tu peux te positionner sur le back-end, mettre en avant tes avantages qui sont media buying, funnel building, setup l'offre, mettre des closers, des setters et extraire en back-end, c'est encore mieux. Et je vois beaucoup de personnes de ton audience, en fait, Arnaud, parce que les personnes que tu avais formées dans le passé, c'était pas des personnes qui aimaient se montrer, tu vois? C'est des Sûr. personnes c'était des personnes, tu vois, la raison pour laquelle ils raisonnaient avec toi, c'est parce qu'en fait, on vend des PDF et on extrait. Et je vois un petit peu ce même pattern où ils mettent des gars devant, tu vois? Et tu as l'impression que c'est Jacqueline, 45 ans, inoffensive et derrière, tu as, voilà. Ouais, c'est un modèle qu'on voit aussi où tu as les mecs qui vont maintenant aller chercher identifier ceux qui ont du potentiel en vérité. Ouais. Et c'est pas juste le cycle historique. Enfin, moi, je suis arrivé il y a finalement peu de temps dans l'écosystème, mais pour avoir parlé à beaucoup de monde et voir pas mal de choses, dans l'Earnybox, le cycle historique où c'est quelqu'un qui a sa passion, son expertise, heu il se lance, il y en a pour qui ça marche et au bout d'un moment, en fait, ça marche tellement bien qu'ils se disent: «Ah bah, OK, je vais enseigner. On me demande toute la journée, je vais enseigner aux autres comment ça marche». Donc là, ils deviennent marketeurs en quelque sorte, et après, OK, bon, bah, maintenant je vais aller sur le high ticket parce que là, j'avais une offre à 4, 5, 8 000 machin et là, maintenant, je vais partir sur, une sorte de mastermind et là, c'est 20, 30, 40, 50. Nous, on voit beaucoup ça et d'ailleurs pour répondre peut-être Arnaud à ta question, nous, qui on voit qui fonctionne, bien sûr sans balancer de nom, santé, moi j'inclurais bien-être, tous Ouais, les je trucs dis un peu biohacking et tout, voilà, chez nous, il y a aussi beaucoup de spiritualité qui marche bien. Spiritualité qui est quand même assez loin du make money. L'investissement immobilier, ça a toujours marché et je pense que ça marchera toujours. Parce que tu parles à la fois à beaucoup de monde en fait, B2B, B2C et effectivement le B2B. Alors le B2B, ça veut tout et rien dire. Les gens qui enseignent à des entreprises à scaler en ligne notamment ou à améliorer leur business, quoi. Et là, ils parlent à des entrepreneurs, enfin
des chefs d'entreprise, des patrons. J'ai pas d'exemple en tête à vous donner pour pas machin, mais tu vois, t'imagines, on parlait tout à l'heure du boulanger qui est en train de prendre ses appels. Bah, en fait, un mec qui va sortir une offre, je sais même pas s'il y en a, mais qui va sortir une offre pour aider tous les boulangers de France à passer sa boulangerie de 500 000 à 750 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 15% de marge au lieu de 3%. Bah, lui, il a de beaux jours devant lui parce que ces gens-là, aujourd'hui, Mais je crois que c'est ce que Alec a fait, tu vois. Je crois qu'Alec, il est beaucoup. Alors, je dis ça sans juste avec ce que je vois sur les réseaux. Tu vois, Alec, il part un peu plus sur le B2B, alors qu'avant, il parlait un peu plus aux infopreneurs. Après, tu as, je crois, Marvin qui fait la même chose un petit peu. Il part Max sur Piccinini aussi. Max Piscini. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont très bien compris qu'en fait, la compétition avec des marketeurs, en fait, elle était. C'était assez tassé et ils essaient d'aller chercher des TAM inconventionnels. Mais eux, c'est un horizontal, c'est-à-dire ils parlent à des chefs d'entreprise où que tu viennes, si tu veux. Ouais, c'est ça. Là où demain, tu es l'ancien boulanger. Alors, cela dit, il y en a un qui a essayé ou qui est en train de faire ça, c'est Hakim, en fait, je crois. C'est un peu son truc, si tu regardes. J'ai monté une franchise à temps, je vais te montrer comment on monte une franchise. Ah ouais. Bon, j'exclus tout ce qui va autour. Mais en fait, quand tu y penses, Ouais. c'est ça. C'est ça. J'ai monté des salons de coiffure. Je vous aide à développer vos salons de coiffure. Ouais. Et ça, dans toutes les verticales, en fait. Et là, tu en as un paquet. Là, tu peux vraiment partir en deep. Mais tu te retrouves toujours, au bout d'un moment, on se retrouve toujours, et c'est là où je vois la différence entre US et FR, c'est en fait, tu as des cycles, comme on le disait la dernière fois, tu as, OK, aujourd'hui, c'est sexy de faire des challenges sur le marché français, j'ai pas vu un challenge depuis un moment sur le marché US, à part, si tu parles de Alex Hormozy avec le livre qu'il a fait, je sais pas si vous avez compris, mais c'était un challenge. C'était il y a 1 an et quelques, ça déjà. Ouais, mais c'était juin. C'est juin? Ouais. Ok, donc moins d'un an. Ouais. Mais c'était quand même un challenge déguisé sur un lunchbook et finalement, elle a fait plus de 100. Ok, très bien. Donc, tu as ça. Et donc, et tu vois des flows qui changent. En fait, si tu gardes en tête qu'il y a un coût par clic, donc on guette le trafic de la publicité en ligne et que le plus important, c'est d'augmenter ton CTR. Et donc, du coup, pour réduire ton CPL, ce que tu dois faire, c'est pattern interrupt. Donc, tu dois arriver avec une nouvelle offre. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait un cycle. OK, donc les funnels VSL, c'est à la mode en ce moment, on va faire ça. Maintenant, ça va être un webinaire. Après, ça va être un challenge. Et puis, demain, on trouvera un autre truc. Et c'est génial. Tout pour réduire le CPL et augmenter les CTR. Après, ce que je vois, moi, c'est que aujourd'hui, ça fait longtemps aussi que sur le marché US, je n'ai pas vu d'opt-in. Au marché français, quasiment tout le monde a des opt-in. Normal, parce que tu payes des coûts par clic à 1 euro, 2 euros. Marché US, tu te prends un coût par clic à 5 euros, tu ne mets pas d'opt-in parce que tu as 20% d'opt-in rate, ça te met à entre 10 et 25 $ le lead. Tu ne peux pas absorber un coût pareil. Donc, du coup, tu mets grosse headline, VSL, calendrier iClose qui convertit en opt-in et tu avances comme ça. Et pareil, pourquoi que tu ne fais pas de challenge lorsque tu es sur le marché US? Parce que du coup, tu prends un coût par clic à 5 euros, tu as un opt-in à 20%, tu as un coût par lead qui est ultra cher, et donc le show up sur le webinaire, tu te retrouves avec des leads à 150 euros live sur un webi, tu es obligé de leur vendre une offre à 15 000 euros, 20 000 euros. Donc, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, l'arbitrage de coût par clic, donc le coût par clic est 5 fois supérieur sur le marché US, mais les prix des offres à étiquette ne sont pas forcément 5 fois plus supérieurs du marché FR au marché US. Donc, du coup, il y a une opportunité sur le marché européen qui est juste énorme et qui n'est pas encore, ça ne s'est pas équilibré encore. Parce que sur le marché US, c'est assez compliqué de vendre et de faire beaucoup d'argent pour une personne normale, même si, ou sinon tu vas sur Social Funnel, School Community et tu te prostitues émotionnellement. Amen to that. C'est des vaisselles longues, des vaisselles courtes dans ton modèle? Très, Genre, très cher. Très, très, quoi, très cher. combien de temps? En fait, presque les gens ne regardent pas la vaisselle. C'est combien de temps? C'est 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes? En fait, en général, c'est 6 à 7 minutes, mais c'est peu importe, tu peux le faire plus long. C'est pas vraiment le sujet. Tu mets une headline qui hook, tu mets ton play rate, tu sais, la vidéo qui play, de façon à ce que la personne, pattern interrupt avec la headline, qui voit la VSL, ça lui parle, il va regarder 2-3 minutes, il va mettre son email. Le secret, il est dans la page de confirmation. Une fois que la personne a réservé l'appel, là, tu l'as pris.
Elle a réservé son appel. Maintenant, ton job, c'est de faire en sorte qu'elle vienne dans l'appel, donc augmenter ton swipe rate. Il y a une grosse update de Google Calendar en 2022 qui a fait en sorte que quand tu réserves un appel, tu n'as pas l'événement qui est automatiquement ajouté à ton calendrier. Avant, quand tu réservais un appel, automatiquement, tu l'avais dans ton calendrier. Ce n'est plus le cas. Ça fait baisser le swipe rate de 86% average à 62% average. Et ça, c'est un énorme coût, un énorme impact dans la profitabilité de n'importe quel business. Ça réduit de 20 à 30% n'importe quel business. Et donc, du coup, tu te retrouves à devoir endoctriner, faire des retargeting campaigns à des gars qui viennent de réserver l'appel pour leur rappeler qu'il faut venir dans l'appel. Du coup, l'enjeu, il n'est plus vraiment dans réserver l'appel. L'enjeu, il est plus dans faire en sorte que ce gars-là est qualifié et qu'il vienne dans l'appel. Sinon, tu payes des appels qui ne servent à rien. Et en plus de ça, tu dois staffer des closers et des setters, les entraîner pour avoir des appels des no-shows finalement. Et donc, du coup, ça crée une cascade de coûts et d'improfitabilité qui tue beaucoup de business. D'où l'enjeu d'avoir une partie de ton tool qui va aller chercher les appels et toi, tu vas être payé à la perf. Absolument. Ouais. Ok. Tu peux faire ça et sur l'autre côté, donc ça c'est le funnel normal. Et si tu veux mass extract, à des moments, tu peux faire des webinaires ou tu peux faire des challenges en bonus pour non seulement extraire plus, parce que si la personne n'a pas converti en VSL, c'est peut-être le format qui ne va pas. Peut-être que cette personne, elle va mieux interagir lorsque ça va être un webinaire, parce que ça va être un petit peu live. La personne va créer cette connexion avec toi. Donc du coup, tu peux avoir un funnel qui extrait bien. Et puis après, aller chercher les follow-up sur des formats différents tels que webinaire et live. Super. Rémi, un point de contexte, structuration sur un peu ces Déjà, peut-être mutations. juste petit commentaire là-dessus, dans les choses dont on n'a pas parlé, mais que je vois de plus en plus. Je suis passé à Maurice il n'y a pas longtemps et j'ai des amis qui voyant l'augmentation continue des CPL, sont partis sur des modèles aussi où ils commencent par un tripwire, donc par un petit produit qui permet d'amortir une partie des coûts d'acquisition pour ensuite aller vers le reste. Et l'arrivée de l'IA peut faire émerger beaucoup plus de tripwires, notamment SaaS, pour finalement nourrir ensuite et générer du profit par le biais d'infoproduits. Et c'est une bonne manière. C'est des choses qui existent déjà dans des industries plus controversées, type casino en ligne, qui sont des industries extrêmement rentables, que d'aller finalement créer des outils finalement de calcul de probabilité, etc., pour avoir du lead, pour amener vers autre chose. Et une fois qu'on a créé un petit SaaS qui s'avère être très utile, c'est très simple aussi d'avoir de l'affiliation, de créer des viral loops dessus pour générer du lead et pour finalement avoir fait le plus gros de ce qu'on a pu générer principalement avec du trafic organique et du trafic affilié. Le fait de travailler sur des tripwires sexy et sur des produits quali que les gens recommandent est un bon levier aussi pour aller chercher de la symétrie de résultats si on fonctionne pas en trafic payant. Ceci étant, une entreprise, selon moi, c'est 3 pôles. Il y a l'allocation de capital interne. Qu'est-ce qu'on fait de ces flux de trésorerie en interne pour générer du blé? Est-ce qu'on les réinvestit dans du Facebook Ads? Est-ce qu'on en file une partie à ses affiliés? Comment est-ce qu'on fait ça? Et ça va générer finalement la source de cash flow initial. Mais ensuite, il y a 2 autres points qui est l'allocation de capital actif et l'allocation de capital passif. L'allocation de capital actif, c'est finalement qu'est-ce que je peux trouver de synergique avec mon business initial mais extérieur à mon business. Est-ce que je peux racheter des parts d'un business qui peut être nourri par mon flux de lead? Est-ce que je peux faire un joint venture avec une boîte qui peut être nourrie par mon flux de lead? Est-ce que j'ai une compétence qui peut accueillir le flux de lead de quelqu'un d'autre? Et le bon framework pour ça, et la bonne question à se poser, c'est qui fait plus de blé que moi avec mes leads? Nous, c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet en gestion de fortune. Finalement, c'est vrai que donc on générait du flux parce que, de gens qui s'intéressent à ce que je fais de par mon savoir-faire en stock picking, mais le fait est que le family officer fait plus d'argent que moi parce qu'il parce qu'il met de l'encapsulation. Et en plus de ça, moi, finalement, je pouvais uniquement distiller certains produits. J'étais contraint par un certain nombre de réglementations. Le fait de faire un joint venture avec la personne qui est Christophe Faglin m'a permis de créer un multifamily office qui nous permet aujourd'hui de construire nos portefeuilles boursiers au sein d'Assurance Vie luxembourgeoise, qui permet à nos clients de les mettre en collatéral, etc., par le biais de Crédit Lombard. Et donc, c'est extrêmement fructueux et c'est une bonne manière, du coup, d'aller générer plus de valeur, donc allocation de capital actif. Et ensuite, la partie allocation de capital passif, c'est vraiment
on prend une partie du blé qu'on gagne et on place au sein de la boîte pour constituer en interne un capital. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est la vitesse à laquelle le capital constitué au sein d'une boîte peut avoir un rendement propre supérieur à l'activité d'exploitation même de la société. Je vais vous montrer ça si j'arrive à partager l'écran avec un exemple tout Parce que dans tous les cas, bête. tu ne peux pas trop dépenser en Facebook Ads, sinon tu vas augmenter tes CPL. Donc, tu peux uniquement dépenser un certain montant avant de casser la machine. Tout à fait. Tout à fait. En gros, nous, ce qu'on a fait sur la boîte en question, c'est Value Investing Screener. Donc, c'était globalement le chiffre d'affaires qu'on faisait. Là, on avait perdu un peu en chiffre d'affaires, mais on a gagné un peu en marge. Donc, globalement, on va faire, je pense, à peu près la même chose. Mais donc, on part sur une boîte qui, globalement, fait 500K par an avec un EBE de 200K par an. Donc, l'année 1, le capital est nul et le BE est de 200 000 euros. L'année 2, et cette boîte-là, on n'en a pas besoin, donc on ne se paie pas avec. Et 100% de l'excédent brut d'exploitation est placé en bourse au sein d'un portefeuille boursier constitué grâce à ce même logiciel. Ça permettait d'écrire une belle histoire. Et du coup, ce capital est placé, dès l'année 2, on le place au sein de la société et on va le placer sur un portefeuille boursier donc l'hypothèse, c'est qu'il croît à 12% par an, ce qui est globalement le benchmark de la stratégie sur laquelle on est, qui est une stratégie small cap value. Et cette stratégie peut permettre de générer un dividende de 6 à 8% selon les excédents de valorisation du portefeuille. Par contre, sur 8%, c'est mon hypothèse en tout cas de base, sachant que j'étais très exposé au marché chinois où ils sont assez généreux en dividendes. Ceci étant, on se retrouve avec une situation où, et c'est assez marrant, à partir de l'année 9, le capital constitué est de 2,7 millions au sein de la société, sachant que la boîte ne génère en soi un EBE que de 200 000 euros par an. Et sachant que le BE en question, c'est dans une boîte en Estonie, donc il n'y a pas d'impôt sur le return earning, donc je ne retraite pas d'impôt. Et donc, à partir de l'année 9, on a un capital de 2,7 millions, et ce capital, à 8% de dividende, génère 216 000 euros de dividendes. En tout cas, on a la possibilité. Donc, dès l'année 9, on se retrouve dans une situation où, à partir d'un business qui périclitera peut-être un jour, on se retrouve à avoir un flux de trésorerie généré par le capital déjà supérieur à l'activité d'exploitation dès l'année 9. D'où l'importance, en tout cas, en termes de structuration, sans réfléchir à quelque chose trop complexe, de rapidement allouer une partie de ses flux de trésorerie, ne serait-ce qu'une poche, 10-20%, à du capital au sein de sa société, et se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des boîtes avec lesquelles je peux faire du partnership? Est-ce qu'il n'y a pas des parts de boîtes dans lesquelles il n'y a pas une boîte synergique à la mienne dans laquelle je peux prendre des parts? Et j'entends déjà en commentaire certains structures avec des LLC aux USA me dire, tu fais de l'affiliation, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Parce que de faire un joint venture comme j'ai pu faire avec Christophe, parce que si j'avais fait uniquement de l'apport de lead à une boîte, déjà j'aurais pas eu l'impact que j'ai aujourd'hui sur la dynamique qu'il y a au sein du multifamily office sur le fait de se dire on va vers tel type de produit, on ne va pas vers tel type de produit, j'accepte pas ça pour mes clients, j'accepte ça pour mes clients, etc., etc. Et en plus de ça, je suis payé déjà tous les ans par les dividendes, alors que je n'aurais pu être payé qu'une seule fois sur la commission sur un plan réglementaire dans le cadre d'une activité de gestion de fortune. Et d'autre part, donc je suis payé sur la traite d'une vache tout au long de sa vie, mais également sur la revente de sa viande si jamais un jour on revend notre portefeuille client. Donc, ce qui est bien mieux que d'être payé qu'une fois et capitalistiquement, c'est bien plus pertinent. Donc, pensez à vous structurer en réfléchissant à 3 points: allocation de capital interne, bien évidemment, gérez bien votre blé au niveau de votre activité d'exploitation, mais également allocation de capital actif et allocation de capital passif. Voilà. Question Amen. au moins qu'on part, mais genre, ça t'a coûté, d'un point de vue autre option, est-ce que tu penses que tu as pris la meilleure décision en partant sur justement, parce que tu Ouais. Est-ce que c'est la meilleure décision que tu aurais pu prendre aujourd'hui après l'avoir fait, et comment est-ce que tu l'aurais revu si tu pourrais revenir dans le passé avec l'expérience? Pour cette boîte, est-ce que c'était la meilleure décision? Je pense que c'était la meilleure décision parce que c'était la décision qui m'a permis et qui me permet toujours d'avoir une boîte qui compound, et qui compound très bien, sans me prendre aucun temps.
Sachant que du coup, ça m'a permis d'ouvrir une autre verticale qui était pour moi plus importante, qui était notre startup studio avec Estelle, qui est une ligne décentralisée où on met en place une dynamique de joint venture, mais où on crée les logiciels en s'associant avec des gens qui sont du deal flow. Et c'était le projet qui pour moi était prioritaire. Et maintenant, l'autre option, c'était bien évidemment de mettre un petit peu plus d'ads et tout là-dedans. Mais est-ce que j'aurais eu pour aujourd'hui faire de l'ads sur d'autres de logiciels, en l'occurrence Wixvalue et Moscan, est-ce que j'aurais maintenu les marges que je maintiens aujourd'hui en faisant uniquement de l'affiliation et de l'organique sur cette boîte-là? Je sais pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ads, on sait jamais. Et en plus de ça, lorsque ça marche pendant une durée de temps qui est assez restreinte parce que tu vas avoir de l'ad fatigue. Tu vas avoir, tu te retrouves uniquement dans une dynamique où tu fais des coups. C'est pas si mal de faire des coups. Si tant est que derrière, tu constitues du capital. Parce que combien, et vous en avez vu, combien se fourvoient en se disant c'est bon, je fais 50K par mois, etc. Mais quelle est ton assurance de faire 50K par mois dans 5 ans? Moi, j'ai l'assurance de générer des flux et l'effort que tu mets. J'ai l'assurance de générer des flux de trésorerie à vie de par le capital qu'on constitue au sein de nos boîtes. Ceci étant dit, j'ai jamais eu d'asymétrie de résultats aujourd'hui grâce à un produit qui marche avec de la pub. On essaie de s'y exposer en semant quelques graines, mais ça reste quelque chose sur lequel, selon moi, il faut diversifier. Ouais. Et aujourd'hui, je suis content de la diversification qu'on a parce que je suis exposé à une potentielle, un jour, un potentiel événement accidentel de richesse sur une boîte qui performerait bien, tu vois, grâce à de l'ADS. Mais par contre, tout le reste, je le maîtrise et ça croît à une vitesse qui est modérée, mais qui, à un horizon décennal, m'amènera d'une manière à peu près assurée au nouveau million d'euros de patrimoine qui est lié. Okay. Top. Écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion. C'est intéressant. Oh, génial, top. On est à 1h30 et des bananes, donc c'est parfait, c'est un bon format. Je pense 1h20, c'est pas mal, 1h30, c'est un peu le max. Ça, on reste sur quelque chose qui ne part pas trop, pas dans trop de directions. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous retrouve semaine pro. Et toujours réflexion ouverte sur le naming du podcast. D'ailleurs, réflexion aussi ouverte sur les sujets, si vous avez des sujets qui vous plaisent. Vous pouvez nous les faire parvenir, soit en commentaire, truc comme ça, soit directement sur les réseaux sociaux si vous nous suivez, ou sur Twitter, peu importe, etc. On n'a pas encore créé de profils sociaux pour le podcast, autre que YouTube. Je pense que peut-être qu'à partir du 3e épisode, 4e épisode, on ira peut-être créer un Twitter, un Instagram, etc., un TikTok, pour aller distribuer ces formats, ces formats longs sur des remixes courts. Good. Merci les enfants. Merci à tous. Top. Bisous les loulous. Allez, à vous abonner. Ciao. à plus. Bye bye. Ciao.